Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélie et aujourd'hui nous allons parler d'éco-conception ou comment revenir à la base. Et ça ne marche pas. Est-ce que je me là J'ai perdu la moitié de mes trucs, c'est pas grave. Alors, tout d'abord, nous allons parler des impacts environnementaux du numérique afin de comprendre les enjeux de l'éco-conception. Alors, au niveau mondial, le numérique, ça représente 3,4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est 1,8 milliard de tonnes d'équivalent CO2. C'est 5 fois et demi les émissions annuelles de la France. Les impacts du numérique ne se limitent pas aux gaz à effet de serre. Il y a également, entre autres, la consommation des ressources, la tension sur le cycle de l'eau ou encore la consommation d'énergie primaire. Tous les impacts et leur quantification sont disponibles dans l'étude sur les impacts environnementaux du numérique dans le monde, qui a été réalisée par le collectif du numérique responsable en 2025 et qui a été fait sur le stock actif de 2023. L'étude révèle que nous possédons 30,5 milliards d'appareils pour 5,35 milliards d'internautes, soit en moyenne 6 appareils par internaute. Cependant, cette moyenne est faussée par les différences d'accès au numérique entre les pays. Ainsi, en France, nous sommes à une moyenne de 15 appareils par internaute. Ça marche ? Ouais. D'ailleurs, si nous nous focalisons sur la France, nous sommes à 4,4% de l'empreinte carbone, avec 50% pour les terminaux, 46% pour les data centers et 4% pour le réseau. Pour alimenter le numérique, c'est 11% de l'électricité de la France qui y est dédiée, ce qui représente la consommation annuelle de l'Île-de-France. Le problème est que le numérique est de plus en plus gourmand et de plus en plus présent. La durée d'utilisation des appareils a été diminuée et le renouvellement augmenté. Ainsi, aujourd'hui, la durée d'utilisation d'un ordinateur a été divisée par 3 en 30 ans, avec une moyenne aujourd'hui de 4 à 6 ans d'utilisation. Quant aux ressources, nous sommes sur le constat inverse. Il faut toujours plus pour des unités fonctionnelles identiques. Ainsi, aujourd'hui, les sites web sont en moyenne 155 fois plus lourds qu'en 1995. Et il faut 150 fois plus de RAM pour faire tourner un Windows 10 qu'un Windows 98. Ce qui va de pair avec le constat de Frédéric Bordage disant que la puissance nécessaire pour écrire un texte double tous les 2 à 3 ans. Il y a des avancées technologiques, mais même si la loi de Coumet dit que l'énergie nécessaire à un traitement diminue régulièrement, la gourmandise grandissante des programmes fait que le gain n'est pas assez important. C'est à partir de ce constat qu'on peut se demander comment inverser la tendance et revenir à un numérique plus soutenable. Alors, qu'est-ce que l'éco-conception de services numériques ? Alors, selon le standard IEC 62430, anciennement ISO 14062, l'éco-conception consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit ou d'un service et à toutes les étapes de son cycle de vie. L'éco-conception de services numériques vise donc à réduire les impacts environnementaux selon une approche globale et multicritère. Dans cette approche, il faut voir les services numériques comme des unités fonctionnelles. En effet, on ne conçoit pas un logiciel, un site web ou une application mobile, mais une fonctionnalité. Par exemple, consulter les horaires d'un bus.
Si l'on intègre également les parties sociales et économiques, nous parlons de conception numérique responsable. Dans la partie sociale, nous retrouvons l'accessibilité, l'éthique, la RGPD ou encore les conditions de travail. Pour la partie économique, nous retrouvons le réemploi et la coopération. Le but est alors de réduire les impacts en créant de la valeur ajoutée. Alors, comment mettons en place l'éco-conception ? Le but de l'éco-conception va être de répondre aux besoins de l'utilisateur avec efficacité et sobriété, le tout en cherchant à optimiser l'utilisation des ressources informatiques. L'éco-conception ne se limite pas aux nouveaux usages. Il est possible d'étudier des unités existantes pour voir des axes d'amélioration. Premièrement, il va falloir définir de manière détaillée une unité fonctionnelle. Reprenons notre exemple de la consultation des horaires de bus. Nous voulons voir les horaires de bus pour une date et un lieu donné. Secondement, il va falloir déterminer les besoins du service que l'on souhaite mettre en place et mesurer son impact. Par exemple, pour l'exemple, nous avons besoin d'une base de données et d'un serveur. Nous devons tenter de quantifier la taille de nos données et notre trafic pour déterminer les équipements dont nous aurons besoin. À partir de là, nous pourrons déterminer l'impact de notre service avec des équivalences CO2. Troisièmement, il va falloir définir les priorités fonctionnelles en accord avec les besoins de l'utilisateur. Pour notre exemple, nous avons moins besoin d'un date picker en forme de bus que la date du jour pré-remplie. Quatrièmement, il va falloir concevoir. Il est souvent préférable d'adopter une approche mobile first. En effet, cela limite le gras qu'on pourrait introduire dans la page pour pouvoir la remplir. Et cela permet aussi de se mettre en situation de bas réseau et ainsi de limiter la quantité de données. Cinquièmement, il va falloir développer en respectant les bonnes pratiques d'éco-conception. Il est important de faire attention au poids des éléments, aux animations, aux échanges entre le back-end et le front-end, aux librairies ou encore aux algorithmes utilisés. Sixième et dernière étape, il va falloir tester, évaluer et maintenir la solution pour vérifier l'adéquation avec les attentes de l'utilisateur, mais également avec ce que l'on a pu évaluer à l'étape 2. Comme évoqué précédemment, il est possible d'appliquer ce cheminement sur des unités existantes. Il sera alors essentiel de bien cadrer l'unité fonctionnelle et de se centrer sur le besoin de l'utilisateur. Lors de l'étape 2, il faudra faire le constat de ce qu'il y a déjà en place et voir comment on peut améliorer pour diminuer les ressources. Pour aider dans la mise en place de la démarche, il existe des référentiels et des guides qui sont accessibles au plus grand nombre. Le premier, c'est le référentiel général de l'éco-conception des services numériques qui a été fait par l'ARCEP et l'ARCOM. Il propose un accompagnement dans la démarche d'éco-conception avec des fiches catégorisées. Alors, on a différentes catégories, dont l'architecture, le front-end, le back-end ou encore les algorithmes. Ces fiches, elles sont, vous en avez l'exemple ici, on peut voir le niveau de difficulté, mais aussi la priorité, le cycle ou encore ceux qui vont le réaliser. Et après, nous avons du coup
l'objectif qui est décrit, la mise en œuvre et aussi les moyens de tester ou de contrôler. Sur le site de l'ARCEP, il est également possible de télécharger un tableur permettant de parcourir tous les points et de suivre la progression dans la démarche d'éco-conception. Le deuxième référentiel, c'est le livre Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques, qui, comme son nom l'indique, présente les 115 bonnes pratiques qui ont pu être testées et approuvées par des professionnels. Alors, une version en ligne est disponible, celle-ci. On y retrouve également des fiches qui ont un encart ici qui ressemble un peu au référentiel général avec des priorités, des difficultés à mettre en place, etc. Et puis une description et un exemple. Ces référentiels-là, ils existent également pour le mobile, l'UX et WordPress. Et enfin, nous avons le site Designer Éthique, qui présente entre autres un guide d'éco-conception de services numériques. Celui-ci est agrémenté d'exemples, et le tout en plus sur un site vraiment minimaliste. Poursuivons avec les outils de référence pour calculer les performances environnementales. Alors, premièrement, nous avons le site EcoIndex, qui permet de faire le calcul pour des pages web. Cet outil va scanner la page et à partir des critères de poids, de complexité et du nombre de requêtes, va attribuer une note allant de A à G, A étant le meilleur. Il donne également l'empreinte environnementale avec des estimations sur la consommation d'eau et les émissions de gaz à effet de serre en fonction du nombre de visites mensuelles. Par contre, la limite, c'est l'accessibilité de la page sur le web, donc il ne sera pas possible de le faire sur des sites internes. Si vous souhaitez faire des comparaisons entre plusieurs sites de ce type, faites attention aux critères et à leur accessibilité. Tous les sites ne sont pas transparents sur leur méthode. Pour les amateurs d'extension, il existe Green IT Analysis qui permet de mesurer l'éco-index, et cela même sur les pages internes, et de vérifier que les bonnes pratiques d'éco-conception web sont appliquées. Dans cet exemple, nous pouvons voir que la compression des ressources et que le nombre de domaines peuvent être améliorés. L'extension elle est open source et elle est disponible dans la plupart des navigateurs. Enfin, le site Impact CO2, il propose plusieurs outils pour calculer, simuler et comparer des impacts carbone. Il existe une catégorie numérique où l'on peut retrouver des fiches par terminaux ou par acte. Par exemple, le marathon des films Harry Potter en streaming, qui fait 630 grammes de CO2. Il est également possible de définir une quantité d'équivalence CO2, par exemple 1,68 grammes, qui est le poids de la page qu'on a précédemment scannée avec notre analyse, et d'avoir des équivalences. On peut choisir quelle équivalence on souhaite. Donc, par exemple, la page de tout à l'heure, c'est l'équivalent de 6,5 mails ou encore de 3 centilitres de café. Une API est également disponible pour accéder aux données carbone et un accompagnement pour adapter l'utilisation des outils est proposé. Voilà. Alors, merci pour votre écoute et pour toute question ou remarque. Vous êtes les bienvenus. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, il y a les slides qui sont disponibles avec ce QR code et vous pouvez également voir les sources en bas des pages. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Oui. Merci, c'était très intéressant. Est-ce que tu connais des outils pour faire la même chose sur le mobile ? Alors,
Ah oui, pardon. Est-ce que je connais des outils pour faire la même chose sur le mobile? Non. Je ne travaille pas du tout dans le domaine du mobile, du coup, je ne connais pas. Désolée. Eh bien, merci.